L'Apican vous présente votre magazine La Case de l'Agriculture. Bonjour à tous, bienvenue dans la Case de l'Agriculture, le magazine de la rédaction d'NCTV qui tous les mois vous emmène à la rencontre de ceux qui travaillent la terre du pays. Nous sommes ici à Pointe-Boute, sur la côte ouest, chez Guy, mon voisin. Bonjour Guy. Bonjour. Nous allons parler de la sécheresse aujourd'hui. Alors il a plu chez vous ici d'une manière assez intense ces derniers jours, mais il n'avait pas plu depuis plusieurs mois. Alors ça va être le sujet de notre magazine de ce mois-ci. Quelles sont les conséquences de ces sécheresses sur le bétail? Comment les éleveurs font-ils face à ces crises régulières? Comment les institutions vous aident aussi à passer ces périodes de vaches maigres? On va aller en plateau pour en parler, Guy? Eh bien, allons-y sur le plateau. Allons-y. Alors nous avons installé notre studio tout-terrain aujourd'hui dans le stockyard de Guy, mon voisin, directement. Guy, qui sont les spectatrices qui sont avec nous aujourd'hui? Alors, ce sont des veaux et des velles que l'on a sevrés il y a quelques jours, parce que justement pour des causes de la sécheresse, Oui. c'est-à-dire qu'on les sèvre des mers à quelques mois, pour pouvoir soulager justement les mers et laisser le peu de pâture qui reste pour les mers, et elles, on les ferme au stockard et on les alimente avec le foin. Avec le foin qui est ici? Avec le foin qui est ici. C'est du foin qui vient de votre propriété? C'est du foin qu'on produit nous-mêmes. Oui. D'accord, Oui. Très bien. Alors, il a plu intensément ici à Pointe-Boute et notamment sur la propriété de Guy, mon voisin, depuis quelques jours. Mais il faut bien dire que depuis plusieurs mois, le temps était resté bien sec. Alors, dans ces conditions, il est difficile pour le bétail de trouver à manger tous les jours, toute l'année et en quantité suffisante. Nous irons donc aussi aujourd'hui voir du côté de Poum la situation chez un autre éleveur, et puis nous irons à Bourail, cette fois chez un producteur de foin. Alors Guy, concrètement, ces périodes de sécheresse, quelle est la réalité, et puis surtout vis-à-vis de votre bétail, quelles sont les conséquences? Alors la réalité, c'est que je crois qu'on est dans un contexte mondial, on est dans des changements climatiques, hein. Donc voilà, hein, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a des sécheresses aujourd'hui depuis une dizaine d'années à peu près, des cycles, qui font qu'on a énormément d'eau à un moment donné sur des très courtes durées, et ensuite des périodes de sécheresse sur une longue durée. C'est-à-dire qu'on nous donne c'est tout d'un seul coup, et ensuite c'est rien après. Donc c'est une mutation. C'est une mutation qu'on a été obligé de faire. C'est-à-dire, c'est de dire, autant au niveau de l'eau, on en parle aujourd'hui, qu'au niveau de l'alimentation des animaux. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'on puisse stocker énormément à la bonne saison. Et qui est réduite aujourd'hui, et qui généralement est très réduite. Voilà. On va dire que c'est sur des périodes à peine de 2-3 mois maintenant où il faut profiter de la bonne saison. D'accord, donc c'est cette irrégularité qui conditionne en fait le fait de devoir s'adapter pour l'alimentation du bétail. Voilà, c'est une autre adaptation, parce que les sécheresses en Calédonie, on a toujours connu. Enfin, dans le monde, on fait partie du monde. Donc on avait pris l'habitude, entre parenthèses, c'est que la sécheresse en Calédonie, c'était une bonne saison, c'était une petite étape qu'on appelle l'hiver, mais enfin c'est l'hiver calédonien. Et ensuite, après cet hiver, la fin de l'année, à partir du mois de septembre, octobre, novembre, des sécheresses qui étaient plus ou moins régulières et plus ou moins fortes, mais sur lesquelles on avait appris à passer. Et donc là, changement de méthode, c'est plus pareil, c'est parce qu'on peut se retrouver au mois de janvier, février, jusqu'au mois de mars sans pluie, avec une période de sécheresse, avec un épisode de pluie en avril ou mai. Mais la Calédonie est faite comme ça. Quand vous avez un épisode de pluie en mai ou en juin, par exemple, ce qu'on appelle l'hiver, où il a beau pleuvoir, l'herbe ne pousse pas. Parce qu'on est en Nouvelle-Calédonie, dans un pays tempéré ou presque tropical, donc l'herbe ne pousse qu'en saison chaude et pluvieuse.
elle ne pousse pas en hiver. D'où l'obligation de s'adapter. D'où l'obligation de s'adapter, c'est dame nature. Hein. Il faut qu'on fasse avec, on ne sait pas faire autrement. De toute Alors, façon. ce que je vous propose, Guy, c'est d'aller du côté de Poum pour voir justement chez un de vos collègues, Philippe Cogulé, qui nous montre également qu'il y a des choix à faire dans la gestion du troupeau. Un reportage de Natacha Ogui. Voilà, ben là, tu as les bêtes qui mangent le foin. Là. Après, dans ce troupeau-là, on met 2 balles tous les jours avec des squash. Et puis, ils ont les gousses de bois noir. Après, il reste un petit peu d'herbe le long du cric en descendant. Ça les maintient. Allez, les filles, allez. Allez, les filles, allez, allez. Allez, les filles. Voilà. Voilà. Viens. Viens. Voilà. Et là, celui qui a la bosse, ben, c'est le taureau brahman. Lui, c'est le pur brahman. Voilà. Viens là, viens. Tranquille. Il est résistant à la sécheresse, il est résistant aux tiques. Donc on ne les baigne pas, les tiques ne leur pompent pas le sang parce que le tic, ça fait crever le bétail. Hein. Ça les fait maigrir très vite. Donc nous, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire d'autres races ici. On est obligé de faire du brahman. D'ailleurs, même dans les bonnes zones, les gens font du brahman aussi. En plus, c'est des bêtes qui ont des bonnes conditions de déplacement. C'est des bêtes qui sont courageuses, quoi, qui n'ont pas peur de faire des kilomètres pour trouver un peu à manger. Mon activité en élevage bovin, c'est produire du bœuf. Et bon, ça se passait très bien, mais là, depuis le début de l'année, j'ai pas revendu de bœufs. J'en ai vendu une vingtaine en début d'année qui me restaient, des gros, que j'ai réussi à faire reprendre, à engraisser, quoi. Mais tous les autres, les jeunes, j'étais obligé de les vendre en vif. Je les ai vendus à perte, ben, j'avais pas le choix. Sinon, ça m'a permis de déstocker pour avoir de la place pour les vaches et de rentrer un petit peu d'argent parce que j'ai quand même 2 salaires sur la propriété, j'ai 2 employés et il faut quand même les payer tous les mois. Quand tu n'as pas rentré d'argent, il faut trouver l'argent pour les payer, quoi. Et puis derrière ça, il y a toutes les traites. Traites de l'autre propriété, il y a les traites du matériel et tout, donc c'est pas facile, quoi. Mais bon, il y en a qui ont peut-être des situations plus difficiles, quoi. Viens, gosse, viens. Viens, viens mon petit, viens. Et viens. Viens. Et viens. Viens, mon petit, viens. Viens, viens. Et viens. Viens. Actuellement, sur les ventes de bétail, dans mon cas à moi, je ne gagne pas d'argent. Je vends un peu de bêtes parce que je suis obligé pour acheter de la nourriture ou pour maintenir le troupeau. Mais bon, c'est vraiment juste, quoi. Ça fait qu'on essaie d'éviter de vendre, mais là je vends des génisses que je ne voudrais pas vendre normalement. Mais bon, je préfère les vendre, il y a des gens qui veulent en acheter, bon ben je profite pour les vendre. Donc ça me permet de sauver le reste du troupeau. Et voilà, c'est un peu la vie qu'on a au quotidien, quoi. On s'occupe des bêtes en ce moment. Là, le souci principal, c'est s'occuper des bêtes, voilà. Gérer l'état des bêtes. Après, dès que la bonne saison, ben, on va se remettre à faire des barrières, un peu de remettre en état la propriété. Et puis voilà, ça continue, quoi. Alors Guy, s'occuper des bêtes, comme le dit Philippe Cogulé, et de leur alimentation, c'est vraiment le quotidien en ce moment chez vous aussi? Après, il faut changer, bien sûr, hein, c'est parce que le métier, il s'adapte aussi. C'est-à-dire que ben là, par exemple, quand vous êtes arrivé, je commençais à passer le gyrobroyeur, à nettoyer les prairies. C'est-à-dire qu'en période de sécheresse, on nettoie pas les prairies, on laisse ce qu'il y a dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va s'occuper de l'alimentation, en priorité de l'alimentation des animaux, parce que ben, l'intérêt surtout, ben, comme disait Philippe, c'est qu'il faut essayer, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est qu'il faut essayer de maintenir le troupeau en état, pour qu'ils puissent réagir très vite quand la bonne saison va arriver. Le problème, c'est que si vous avez des animaux qui maigrissent, qui dépérissent, vous allez avoir une période après de reprise qui ne va pas vous permettre de capitaliser quand les pluies vont arriver. C'est-à-dire que si vous avez 3 mois de pluie et vous avez des animaux qui ont besoin de 6 mois pour engraisser, vous n'allez pas passer. Donc il faut à tout prix maintenir le niveau de production et de rentabilité du troupeau pour pouvoir agir dès que la saison va être bonne.
Alors, vous l'avez compris, nous sommes à Point-Boute, chez Guy, mon voisin. Nous sommes dans une région particulièrement agricole et une région d'élevage. La filière de la production bovine locale, depuis 2006, stagne entre 3005 et 4000 tonnes par an de production de viande. Cela ne couvre qu'à peu près 40% de la demande locale selon les chiffres de la Davar. Alors Guy, vous êtes président du syndicat des éleveurs de Nouvelle-Calédonie. Ces périodes de sécheresse, finalement, depuis 10 ans, est-ce que c'est vraiment ce qui freine le développement des troupeaux en Nouvelle-Calédonie? Il y a deux raisons. Bon, d'abord, sur les chiffres, je crois que les 40%, donc c'est l'import qui représente 40%, donc on doit être entre 50 et 60%. Disons que l'import a augmenté ces dernières années. L'import a augmenté ces dernières années parce qu'il y a eu une augmentation de la consommation. Donc on est à peu près à 40% de la production locale. Non, d'import par rapport à la production locale. Alors selon les chiffres de la Davar, mais bon, ça varie en fonction des importations, c'est ça. Mais par contre, on peut dire que la production, elle stagne. Alors la production, elle stagne. Normalement, on a mis, depuis à peu près une dizaine d'années, tous les éléments, les dispositions techniques et financières ont été mises en place justement pour tirer vers le haut cette filière. Et malheureusement, justement, ces sécheresses de ces dernières années, il y a eu deux profondes mutations qui se sont opérées ces 10 dernières années. Nous avons eu le problème de la tique du bétail, oui, qui a obligé les éleveurs à changer. C'est-à-dire qu'on avait pratiquement, vous l'avez là, encore des races européennes type Limousin et des races, par exemple, Brahman, comme on a vu chez Philippe Cogulé. Ça a été une obligation, c'est parce que les races européennes ne résistent pas à la tique. On a eu un problème de la tique, avec une absence de molécules de traitement chimique, et donc de toute façon on abandonne un peu le traitement chimique. Donc ça fait que les éleveurs ont déjà d'une part muté de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils ont refait leurs troupeaux. Ils n'ont pas refait pour les agrandir, ils ont refait pour changer de race. Donc on a d'autres stratégies, c'est-à-dire on va changer nos vaches, donc on ne va pas les augmenter pour l'instant, on va essayer de changer nos vaches pour qu'elles puissent s'adapter à la tique du bétail, c'est-à-dire qu'elles soient résistantes. La deuxième chose, c'est que ces sécheresses à répétition anormales, on va dire, puisque imprévisibles, font que les gens on est près de la nature, et donc quand on a un capital, on n'aime pas le perdre. Et donc ce que fait une réaction naturelle des éleveurs, c'est de dire je ne vais pas augmenter, parce que quand j'augmente, ça casse. Donc si j'augmente mon troupeau, je ne vais pas passer, je vais casser. Donc si je vais casser, je vais pas m'en sortir, parce qu'après, il faut tout reconstruire. Parce que quand on perd des vaches, on les reconstruit pas en 15 jours. Donc ça fait que les éleveurs, on va dire, pour la plupart, travaillent ce qu'on appelle au minima. C'est-à-dire que là où on avait, quelqu'un pouvait mettre par exemple 300 têtes sur son exploitation de manière continue, aujourd'hui il va en mettre 200 ou 250. En disant, avec ces 200 ou 250, au moins j'assure le minimum. On l'a bien vu dans le reportage, Philippe dit, aujourd'hui je suis au minimum, quoi. Je roule pas sur l'or, on va dire comme ça, mais parce que j'assure. J'assure simplement le minimum, quoi, pour pouvoir après repartir. Donc on limite volontairement. On limite volontairement. D'ailleurs, les chiffres de l'année dernière, par exemple, ils sont assez significatifs, c'est-à-dire que l'OCEF, avec le même nombre de têtes en abattage, on a augmenté le poids des bœufs. Donc ça veut dire que l'effort, voilà, ça veut dire que l'effort des éleveurs, il est toujours en continu, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc l'effort des éleveurs, il est toujours en continu, mais seulement il dit j'assure. J'assure, voilà. Et ça, c'est naturel, c'est les gens de la nature, ils sont comme ça. Donc on est sur un effort de qualité pour l'instant. On reste sur l'effort de qualité plutôt que la quantité. Plutôt que la quantité, où ça va casser. Puis quand ça casse, c'est notre portefeuille qui ramasse. Donc après, comme je dis, il faut reconstruire. On ne reconstruit pas. Une vache, il faut mettre 3 ans pour la faire. Donc vous pouvez vous imaginer, quoi. Très bien. Alors, concernant ces périodes de sécheresse, donc, les pouvoirs publics tentent depuis peu de prévenir la crise et d'anticiper par des plans à moyen terme plutôt que d'intervenir dans l'urgence ou après coup via des indemnisations. Parmi les mesures de l'APICAN, l'APICAN c'est l'Agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles en Nouvelle-Calédonie, l'APICAN a mis en place un plan foin sur les années 2016-2018. Et ce plan foin doit permettre aux éleveurs de se constituer plus facilement un stock fourragé justement pour alimenter le bétail. Je vous propose un reportage d'Océane Zobler. Là, on va les faucher.
On va les faucher, on va préparer la parcelle qui va être, qui devrait être coupée. Depuis 15 ans, Achille Cazot produit environ 5000 balles de foin par an. Ils sont une vingtaine de producteurs comme lui en Nouvelle-Calédonie. La production de ce foin qui est nécessaire pour nourrir les bovins et les chevaux n'est pas la même toute l'année. Malgré les stocks, la production de fourrage est insuffisante en fin d'année. En cause, les éleveurs bovins achètent du foin uniquement en période de sécheresse. De novembre à décembre, c'est 1500 à 2000 balles de foin qui sont vendues pour les éleveurs bovins, contre 600 tout le reste de l'année. Les éleveurs venaient au dernier moment un petit peu pour nous acheter du foin et ils voulaient des grosses quantités. Sauf que les grosses quantités, on ne les avait plus puisqu'ils étaient déjà partis. Suite à ces problèmes, l'APICAN, Agence pour la prévention et l'indemnisation des calamités agricoles ou naturelles en Nouvelle-Calédonie, a mis en place un plan foin. Aidé financièrement à hauteur de 30%, les éleveurs auront l'obligation de se fournir en foin tout au long de l'année. Ils pourront venir directement chez le producteur avec un bon pour récupérer leur fourrage. L'objectif pour nous, c'est d'inciter les éleveurs à s'engager à acheter un minimum de foin durant toute l'année pour faire des stocks pour la fin d'année, pour la période sèche. Et donc ils doivent s'engager avec un producteur de foin à acheter une quantité minimale de balles, même quand il pleut. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une sécheresse et qu'on n'a pas assez de foin, c'est une perte de production pour la Nouvelle-Calédonie. Or, notre objectif, c'est d'atteindre, vous le savez, l'autosuffisance alimentaire. Et donc si on perd trop de poids pendant nos fins d'année, on n'y arrivera jamais. Si on produit assez de foin, alors on a peut-être une chance d'y arriver. Moi, ce que je dis aux éleveurs, c'est faites vos réserves de foin en début d'année, vous allez avoir du foin de qualité. N'attendez pas le dernier moment pour venir chercher votre foin qui sera peut-être de moins bonne qualité. Grâce à l'initiative de l'APICAN et du syndicat des éleveurs, les producteurs devraient pouvoir vendre du foin toute l'année et ainsi mettre fin à la période des vaches maigres. Après, tu peux rentrer dedans. Alors Guy, on vient de voir justement les tentatives de l'APICAN pour anticiper les crises liées aux périodes de sécheresse. Et vous-même, vous produisez votre foin? Ça vient toute l'année de chez vous ou... De l'exploitation ou d'autres terrains où on fait à la part avec des gens. Mais nous le produisons nous-mêmes. D'accord. Donc ce plan foin, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est une réponse pertinente justement à ces problèmes de sécheresse régulière? Alors oui, c'est pertinent parce que le plan foin il est géré, on a ce qu'on appelle, pour gérer ça, on a une commission, ce qu'on appelle une commission sécheresse, dans laquelle le syndicat des éleveurs est membre de cette commission, donc siège à cette commission avec l'APICAN. Et donc c'est le collègue qu'on vient de voir, Achille Cazot, donc, qui est notre représentant, un de nos représentants à la commission sécheresse. Donc c'est au fil des années, on a convenu que suivant, il ne fallait pas intervenir dans l'urgence, parce que quand on intervient dans l'urgence pour sauver un troupeau, ça coûte très cher à la collectivité. Donc nous, on a aussi le souci de ne pas... l'argent de la collectivité, aujourd'hui, il faut hein, il est limité. Hein, il y a des limites. Donc nous intervenons plus dans l'urgence, mais dans la prévention. On est dans la prévention, parce que moi, je peux faire du foin, parce que c'est une grosse exploitation, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui ont une plus petite exploitation, qui ne peuvent pas avoir le matériel nécessaire, parce que le matériel coûte très cher. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de dire, pendant la bonne saison, c'est là où il faut acheter du foin. Il ne faut pas attendre que la saison soit mauvaise pour acheter du foin. Il faut l'acheter quand c'est bon, et on va vous aider à l'acheter, et on va mettre en contact les producteurs de foin. On l'a vu à Achille, ils ont des problèmes, c'est parce que s'ils produisent trop de foin, ils vont être obligés de le stocker, ils vont pas le vendre. S'ils n'en produisent pas assez, pendant la sécheresse, ils en ont pas assez. Donc le tout, c'est de mettre en relation le producteur de foin et celui qui en a besoin, pour passer une convention et de dire tous les ans, moi, suivant la taille de mon troupeau, j'ai des besoins comme ça, donc je contractualise avec toi. Voilà. Et alors, quels sont les autres points qu'il faudrait améliorer en dehors justement de cet aspect foin, alimentation du bétail, pour compenser justement ces problématiques de sécheresse? Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels on pourrait travailler pour que justement on puisse faire évoluer à nouveau les troupeaux? Alors ben, je crois qu'on est... De toute façon, l'évolution, elle s'est faite d'une part par la tropicalisation du troupeau, des animaux qui sont beaucoup plus résistants à ces périodes ottiques et puis à ça. On l'a fait par l'alimentation. On parlait tout à l'heure
des éleveurs qui assurent au minima, eh ben, ils assurent l'alimentation, c'est-à-dire au lieu de charger, parce qu'il y a une bonne saison, je vais charger, puis quand il y a une mauvaise saison, je vais me retrouver le bec dans l'eau, et puis je vais avoir de la casse, c'est-à-dire que je vais avoir des vaches qui vont mourir de faim. Donc c'est ça les réponses. Après, la réponse, oui, c'est de complémenter, c'est d'arriver à avoir un stock fourrager suffisant pendant la sécheresse. Voilà. C'est-à-dire que même, il faut partir du principe que même si par bonheur on n'a pas de sécheresse, eh ben, il vaut mieux gaspiller du foin plutôt que de ne pas en avoir. Voilà. Donc la méthode, elle est parce qu'on n'a pas de bétail en étable, on nourrit pas, on n'a pas de bétail, on a du bétail. C'est ça, c'est notre problème et notre avantage. C'est la force parce qu'on met en avant, de l'élevage calédonien. C'est la force de l'élevage calédonien, c'est de dire on nourrit nos animaux en pâture toute l'année. Hein, donc on vous garantit une qualité de viande qui est celle-là. Mais par contre, ça, c'est inconvénient. C'est que c'est sûr, c'est que quand l'herbe, il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. On est obligé de faire avec la nature. On est obligé de faire avec la nature. Mais il faut aussi un petit peu, il faut pallier un peu ces manques, hein, les contraintes que la nature nous oblige, justement en stockant de l'herbe quand elle est là. Ça, c'est qu'elle va, à un moment en Calédonie, on est dans l'exubérance, et à un moment, on va être vraiment dans la restriction. Donc il faut profiter de cette exubérance. Alors Guy, justement, on parle aussi, et on l'a entendu dans le reportage, de tendre vers cette autosuffisance alimentaire. Au niveau de la viande bovine, est-ce qu'on peut imaginer dans les 10 années à venir arriver à ce résultat, ou c'est quelque chose qui prendrait plus de temps? Alors ça prend plus de temps parce que constituer un troupeau c'est long. On ne décide pas dans un claquement de doigts de mettre 50 vaches de plus chez soi parce qu'il faut les produire. Hein, donc on ne va pas les chercher au magasin dans un rayon. Hein, puis la Calédonie c'est petit, on n'est pas en Australie ou dans ces grands pays où on peut trouver. Donc voilà. Donc ce qu'on souhaiterait nous, c'est que pour la demande du consommateur, de notre viande, parce que le consommateur il demande notre viande en plus, hein. Donc on a de la chance hein, parce qu'il apprécie notre viande. Ce que nous on espère de tous nos voeux, c'est d'avoir un cycle, on va dire, de vaches grasses, on appelle, hein, les cycles de vaches maigres, les cycles de vaches, on espère. Et là on a les prémices peut-être d'une bonne saison, parce qu'on a des orages en fin d'année, ça fait des années qu'on n'a pas connu ça, ces périodes de chaleur et d'orage. Donc je pense qu'avec quelques années de pluie normale, les éleveurs vont reconstituer rapidement parce qu'ils savent que si ça revient un peu à la normale, ils vont gagner de l'argent. Donc ça dépend finalement, ce développement, il dépend aussi de la pluie et de la météo. Ben, voilà, parce que ce n'est pas de nouveaux éleveurs qui s'installent, c'est des gens comme moi qui sont déjà là, qui sont en activité. S'ils peuvent mettre plus, ils auraient mis plus de détails déjà. Alors Guy, on parle justement de l'eau qui tombe du ciel, mais est-ce qu'une des problématiques qui touche aussi le monde agricole et peut-être les éleveurs, c'est cette question de l'eau, mais des retenues d'eau. On parle d'un barrage ici sur la Pointe-Boute, donc qui serait financé dans le cadre du contrat de développement. Est-ce que ça c'est aussi un élément qui peut permettre de développer les troupeaux ou est-ce que c'est quelque chose qui est secondaire pour vous, éleveurs? Disons que le problème de l'eau se pose pour l'agriculture en général, pas que pour l'élevage. Par exemple, l'élevage sans eau non plus, c'est pas possible. L'eau c'est la vie, et de l'agriculture en général ou de l'élevage sans l'eau, ce n'est pas possible. Voilà. Donc il est sûr d'une chose, c'est que la Calédonie, je vais vous faire une image, elle est comme ça. Elle fait 40 km, hein, et elle a une montagne au milieu. Donc si vous avez de l'eau qui tombe là, vous pouvez avoir 100 mm d'eau qui tombe là, à peu près 10 heures après, cette eau est à la mer. Et elle n'est pas restée. Et elle n'est pas restée. Donc de toute façon, il faut qu'en Calédonie, partout, hein, dans tous les villages de Nouvelle-Calédonie, on le voit aujourd'hui, d'ailleurs l'APICAN a mis un programme en place de retenue d'eau justement pour l'irrigation, c'est que cette eau, il faut l'empêcher de partir à la mer, elle ne sert à rien dans la mer. Elle ne sert à rien. Donc il faut la retenir n'importe où, dans une rivière, dans une colline, n'importe où, mais il faut la retenir. Il ne faut pas qu'elle parte, on en a trop besoin. D'accord. Voilà. Et Guy, dites-moi, si à l'extrême, alors là on parle de périodes de pluie qui seraient plus propices et on l'espère, mais si à l'extrême justement on était dans des périodes de sécheresse encore plus importantes, est-ce que ça remettrait en cause justement l'élevage sur la côte ouest? Est-ce qu'il faudrait imaginer passer à autre chose comme type d'élevage? On ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer ça. On le voit, de toute façon, on a des aptitudes, nous, à modifier nos comportements. De toute façon, c'est le propre des gens de la Terre, de toute façon. On est bien obligé de modifier. On ne va pas abandonner parce que la Dame Nature, elle n'est pas d'accord. C'est elle qui commande. Et s'il y en a des sécheresses encore plus dures, eh ben, on fera avec, de toute façon, mais on n'abandonnera pas. Vous avez toujours fait avec la nature. On a toujours fait avec la nature, puis on fera avec la nature.
Je n'espère pas que ce soit encore plus dur. J'espère plutôt qu'on va peut-être partir dans des périodes qui seront beaucoup plus propices à l'élevage, mais pas le contraire. Alors Guy, on va rester sur cette note d'espoir concernant la météo pour les mois à venir. Je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous, ici à Point-Boute, et je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine pour un prochain numéro de la Case de l'Agriculture. L'Apican vous a présenté votre magazine La Case de l'Agriculture.